Bienvenue au Polysécure, épisode spécial sur Elastic. Je suis accompagné de Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis solution architecte chez Elastic depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je suis basé à Genève. Donc, j'ai un rôle d'avant technique chez Elastic. Auparavant, j'ai fait également le milieu de la sécurité en tant que technical account manager chez Qualys pendant presque une dizaine d'années. Et puis, j'ai occupé quelques fonctions de CISO dans des banques. Super intéressant et d'ailleurs super pertinent comme type d'expérience. Là, on va aujourd'hui parler d'Elastic, naturellement. Dans quel contexte? Je vais te laisser commencer à présenter la solution un peu, puis on va aller sur la base de questions pour discuter de cette solution-là, puis tout le fun qu'elle peut nous apporter. D'accord. OK. Donc, à la base, en fait, Elastic, c'est vraiment un moteur de recherche, d'où son nom Elasticsearch, utilisé, qui a été créé par notre fondateur chez Bannon il y a une paire d'années quand même. L'objectif était essentiellement un système de recherche facile à déployer, scalable, avec des temps de réponse extrêmement bons. C'est vraiment l'ADN d'Elastic. Et autour de ça, en fait, on avait fait un certain nombre on a créé des solutions. Il y en a 3 aujourd'hui. On a Enterprise Search, donc c'est la recherche essentiellement documentaire. L'observabilité, c'est la combinaison des logs, métriques, APM et ce qu'on appelle également métrologie. Et puis, le sujet qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, qui est la sécurité, avec 2 pans bien distincts. Le SIEM, vraiment, donc le data store où on va stocker tous les logs de sécurité, faire de la détection et de l'alerting. Puis également la partie endpoint, qui permet plusieurs choses. D'une part, la collecte de toutes les informations de télémétrie du poste de travail, mais également une protection contre les malwares, donc avec une fonction EPP d'un côté et une fonction EDR de l'autre. Alors, bien entendu, toutes les fonctions ne sont pas accessibles en licence basique, c'est-à-dire en licence que tout le monde peut utiliser. Après, il y a des souscriptions qu'on met en place en fonction du besoin des clients. Et à la base, c'est vraiment un moteur de recherche. Quelques exemples. On a des clients assez connus qui utilisent Elastic pour des systèmes de taxi, pour des systèmes de réservation, de restaurants, ce genre de choses. Et on caractérise toujours notre solution avec 3 mots-clés. C'est notre ADN, speed, parce qu'aujourd'hui, les temps de réponse sont plutôt très bons, de quelques dizaines de millisecondes à quelques secondes en fonction du type de données qu'on recherche. Scale, Elastic a été construit nativement pour être distribué. Ça veut dire que dès qu'on a plus de données à traiter ou avec une rétention plus longue, il suffit, entre guillemets, d'ajouter des nœuds pour être capable de traiter ce volume. Et puis enfin, relevance, pertinence en français, en fait, comme c'est un moteur de recherche, on est capable de trouver les bonnes informations. Alors pour ça, lorsqu'on ingère les données dans Elastic, on va construire un certain nombre de métadonnées pour nous permettre de faire une espèce de scoring de la recherche et vous présenter les résultats les plus pertinents. Voilà pour la présentation de la solution, avec vraiment Alors, clairement, depuis 2-3 ans, les 2 grosses tendances sont la sécurité, bien entendu, parce que l'activité est quand même assez riche, puis également la partie observabilité. Et puis on se rend compte de plus en plus que c'était avoir 2 solutions un peu séparées et qu'on tendance un petit peu à se recouvrer de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, des temps de réponse anormalement longs dans une application, c'est pas forcément qu'elle a été mal codée, c'est des fois qu'elle est utilisée à mauvais escient ou par des gens malveillants. Voilà pour une présentation un peu succincte de la solution. Oui, puis ce qui est très intéressant, puis moi, de mon point de vue, c'est justement la capacité de cette solution-là de recouvrir autant la sécurité, autant que ce qu'on pourrait appeler la visibilité d'infrastructure, la visibilité applicative, ce qui nous permet justement d'avoir une vision supplémentaire et élargie de ces éléments. Fait qu'il y a comme une jonction de toutes ces informations-là qui, à mon sens, est très utile et amène ce genre de choses-là. Et ce qui est surtout important de noter, c'est que en fait, à la base, c'est vraiment la même solution. C'est juste la manière d'exploiter les données qui est différente. Mais le cœur de la solution, on n'installe pas 3 solutions différentes. On installe une solution et on utilise les modules qui nous intéressent. Oui, qui sont par-dessus le moteur lui-même. Exact. C'est justement toute la force de comment Elastic est fait, tout le volet très séparé, là, très découplé, ce qui permet justement d'amener beaucoup de valeur à cette solution-là. On en parlait en pré-show un peu. La vitesse d'évolution de cette solution-là est très particulière par rapport à ce qu'on voit en général dans le marché. Alors, effectivement, on a un train de release qui est assez élevé. Alors, ça peut des fois rebuter quelques utilisateurs ou clients.
grosso modo, on sort une release mineure toutes les 6 à 8 semaines. Et quand on dit une release mineure, c'est pas juste des bugs fixes, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités. D'accord. Alors, quand on a plusieurs types de déploiement, on peut avoir des déploiements de type standalone, c'est-à-dire qu'on déploie la solution dans son coin. Alors, ça peut être sous forme de Docker, de Kubernetes, peu importe, mais ça reste une solution un petit peu autonome. On a également au catalogue des orchestrateurs, alors aussi bien dans Elastic Cloud, qui est notre offre SaaS, que des orchestrateurs basés sur Docker, Elastic Cloud Enterprise, ou ECK basés sur Kubernetes, ce qui permet de faire des montées de version sans downtime, donc en utilisant le mécanisme de running upgrade, donc sans downtime et puis vraiment facilité. Parce que bon, mettre à jour un cluster de 5 à 10 nœuds, ça prend un peu de temps, mais ça se fait bien. Quand on commence à avoir des instances avec 200, 300, 400 nœuds, bon, il faut... On a deux choix en fait. Soit on est Master Puppet, ou bien on utilise nos solutions d'orchestration. Oui, absolument. Par expérience, moi, j'ai des plus petites infrastructures que ça, fait que j'ai pas cette douleur-là, mais juste dans mon laboratoire, là, j'ai 9 nœuds. Donc, c'est un travail assez exigeant de mettre ça, à bras. Je vais devoir me convertir justement à des éléments de Docker, justement, pour accélérer cet élément-là, parce que ça n'a juste aucun sens de passer sur 9 machines puis de migrer. Là. Alors, on fournit, en fait, on propose en version basique, donc en version utilisable pour tout le monde, ECK basique, donc c'est basé sur Kubernetes. On fournit un opérateur qui permet de toute la partie orchestration, donc de déploiement, notamment la partie, on va dire, sécurisation des échanges entre les différents composants, donc en déployant les certificats TLS entre les différents composants. Alors, bien entendu, il n'y a pas les fonctionnalités avancées, mais ça permet de déployer des nœuds, des clusters de taille considérable avec peu d'efforts. Puis surtout la mise à jour, comme c'est directement géré par l'opérateur, c'est complet. Il suffit de changer le manifeste en disant voilà, je passe de la 8.1.0 à la 8.1.2 et puis ça se débrouille. On attend un petit peu. Alors des fois ça prend un petit peu de temps en fonction de la taille des clusters de rebalancer les nœuds. En fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on crée un nouveau nœud avec une nouvelle version. Bien entendu, on a arrêté le routage avant, on bascule les données sur ce nouveau nœud. Et puis on efface l'ancien nœud, et ainsi de suite. C'est du plus en moins un, complètement automatisé, pas de downtime, parce que Elastic est résilient par nature. C'est-à-dire que dans chaque donnée qui est écrite dans un cluster Elastic, il y a toujours son réplica, ce qui fait que si les données sont stockées sur des machines différentes, même si on perd une machine ou plusieurs, en fonction de ce qu'on a mis en place, les données sont toujours disponibles. Oui, c'est très intéressant. Puis justement, puis ça me pousse aussi vers les environnements cloud. Là. C'est beaucoup plus intéressant d'aller dans l'offre gérée qui est offerte par Elastic aussi. Là. Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, on supporte les 3 cloud providers principaux. Alors, j'ai pas la liste de toutes les régions en tête, mais c'est disponible sur notre site. Donc, on travaille avec AWS, avec GCP et Azure. Et donc, on est agnostique par rapport aux cloud providers alors soit en fait on utilise notre console d'admin pour déployer un cluster. Alors l'avantage c'est que c'est extrêmement simple, extrêmement rapide. C'est nous qui manageons en fait toute l'infrastructure sous-jacente, donc c'est assez simple. Le client n'a besoin entre guillemets que de gérer ses données, donc les ingérer et les exploiter. Et puis la mise à jour, je schématise à peine, c'est 2 ou 3 clics de souris. D'accord. Ça, c'est la première façon de déployer Elastic Cloud. Et puis, on a plusieurs niveaux de service. On a le standard, Gold, Platinum, Enterprise en fonction des usages dont on a besoin en termes de fonctionnalité. Et on a ensuite la possibilité également de déployer le cluster via Marketplace pour les clients entreprises qui ont déjà des contrats en fait avec leur cloud provider. Ils ne sont pas obligés de passer par Elastic pour déployer. Alors, on doit se tenir contrat pour la partie User Agreement, mais la partie facturation et tout ce qui est billing et spending, c'est fait par le provider. Super intéressant. Puis là, tu as justement abordé les licences. Fait que quelquefois, tu en parles. Est-ce que tu peux un peu détailler les avantages d'aller vers des licences plus haut? Bien sûr. Alors basique, c'est la version, on va dire, entre guillemets, plutôt open source, avec, on peut l'utiliser, on va dire, pour son lab ou à des fins non commerciales. On a d'authentification assez basique, donc des comptes locaux essentiellement. Alors, la version Gold n'est plus disponible on-prem, elle est disponible que dans la partie cloud. Ça propose, ça ajoute alerting et ça ajoute la partie authentification
avec des connecteurs de alors LDAP, on l'a pas vu dans le cloud, mais Active Directory par exemple. La partie Platinum ajoute en plus, alors dans la partie cloud, on a aussi le reporting, mais je parlais de Platinum, c'est lequel qu'on déploie aujourd'hui à 95% dans chez nos clients. C'est quoi? C'est de l'alerting, donc avec un certain nombre de connecteurs externes. Ça peut être du Benzian, ça peut être du ServiceNow, ça peut être du Jira, ça peut être du Teams, un peu ce qu'on veut. La partie authentification et autorisation, donc on a évidemment du LDAP, de l'AD, du Kerberos, du SAML, donc pour tout ce qui est intégration SSO, et puis également OpenID Connect. Alors le gros plus de Platinum, c'est sa granularité au niveau des accès. C'est qu'en fait, on peut définir des rôles, et après on affecte les rôles à plusieurs, on peut affecter un ou plusieurs rôles aux utilisateurs. Et les rôles, en fait, vont définir le périmètre, soit déjà au niveau de l'interface, donc de la UI, qu'est-ce qu'il peut faire, mais également au niveau du périmètre des données, donc une sécurité par index. Est-ce qu'il a accès à tel ou tel index par document, donc en fonction des attributs d'un document. Donc en gros, c'est un search et le résultat de cette search est visible ou pas. Et puis enfin, on est capable d'aller jusqu'au niveau des attributs en disant voilà, notamment tout ce qui est GDPR, ça permet de filtrer un peu en disant voilà, typiquement, ces attributs, on peut les voir, par contre, ceux-là sont cachés. Voilà, donc on a une granularité extrêmement fine. Donc ça, c'est des fonctionnalités de vraiment, on va dire liées, on va dire core d'Elastic. Mais ce que ça ajoute en plus, la version Platinum, c'est le machine learning. Machine learning, alors il y a on supporte deux dans Elastic, supervisé et non supervisé. La partie non supervisée, qui est de loin la plus utilisée, permet de faire de la détection d'anomalies. Donc dans des séries temporelles, notamment soit des métriques, soit des logs, mais également dans des populations. Ça permet également de faire du forecasting. Et notamment, dans l'aspect sécurité, c'est toujours intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, si je prends par exemple, je crée un job de machine learning pour détecter du brute force. Quand si je mets un seuil statique, soit je le mets trop haut et puis je vois jamais rien, ou je le vois mais c'est vraiment très grave, soit je le mets trop bas et puis je suis spammé d'alerte. L'avantage avec le machine learning, c'est qu'on va construire une baseline en fonction de la saisonnalité et de l'historique des données et de dire, voilà, particulièrement, on se rend compte que lundi matin, entre 8h et 10h, il y a une explosion de fail login parce que les gens sont pas réveillés le matin. Et donc, on va adapter le seuil de manière complètement dynamique et de dire, voilà, au lieu d'avoir, par exemple, 10 essais infructueux par utilisateur, on va dire en temps normal qui est le seuil, et le lundi, on va peut-être le monter à 15 ou à 20 parce que c'est quelque chose qui est habituel. D'accord? Et après, on a le machine learning supervisé, on peut faire de la labellisation, catégorisation et régression. Donc là, c'est plus un petit peu la frontière entre, on va dire, la plateforme Elastic qui a un data store avec un certain nombre de fonctionnalités, avec les data scientists pour faire de l'exploitation de données. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de la solution. Avec, alors si on fait un focus sécurité en machine learning, on fournit un certain nombre de jobs, on va dire, natifs pour faire de la détection, mais on fournit également la protection, alors EPP qui est native, mais également la partie EDR, donc détection réponse d'Elastic Agent. Donc ça, c'est la partie Platinum, et on a encore une dernière version, qui est la version Enterprise, alors qui bien entendu prend tout ce qui est Platinum, mais ajoute la fonctionnalité de Searchable Snapshot. Alors ça fait quoi la Searchable Snapshot? C'est qu'au lieu de mettre les données sur des disques qui sont attachés à des nœuds, on va les mettre dans un bucket S3, et Elastic sera capable d'aller chercher directement dans ces buckets. Ce qui veut dire, alors bien entendu, les temps de réponse ne vont pas être de 10 millisecondes comme on va dire un nœud de haute performance, c'est plutôt en dizaines de secondes ou en dizaines de minutes en fonction de la quantité de données. Mais pour faire simple, un nœud hot, on peut gérer 2 Tera par nœud, un nœud warm, on peut gérer 10 Tera par nœud, et un nœud frozen, donc Searchable Snapshot, 100 Tera par nœud. Donc ça permet de voir un petit peu, ça permet de régler le problème de la rétention. Alors on a hot, warm, frozen, et puis on en a un qui s'appelle cold. C'est la même chose que le warm, en termes de performance, sauf qu'il n'a pas de réplica. Le réplica, c'est le snapshot, dans un bucket S3. Si le nœud qui héberge des datas de type cold tombe, automatiquement Elastic va aller restaurer le snapshot correspondant, reconstruire le nœud qui manque pour qu'il redevienne primaire et que les données soient directement disponibles. Alors, on peut avoir une période de temps pour laquelle les données ne sont pas complètement disponibles, mais elles ne sont jamais perdues. Donc c'est l'enterprise, comme son nom l'indique, c'est plutôt pour les grandes entreprises ou pour les clients qui ont des besoins de grosses volumétries. Alors sur du SIEM, on sait très bien que les volumes peuvent être colossaux. Donc généralement, on met du hot pendant quelques jours, warm cold pendant quelques semaines, peut-être des fois quelques mois. Puis après, on va dire tout l'historique,
on le met en frozen parce qu'on se rend compte que quand on fait de l'investigation, c'est rare qu'on ait besoin de chercher tous les jours sur plus de 6 mois ou plus d'1 an. Effectivement, justement, tu as parlé des différents niveaux, puis les différents types de nœuds. C'est un peu plus du côté info-nuagique qu'on va le trouver de façon plus marquée. Mais est-ce que tu peux détailler un peu cet élément-là? Parce que le cycle de vie est géré à même la solution. Exactement. Alors, les données qui arrivent dans Elastic doivent toujours arriver sur un nœud hot. C'est ce nœud-là qui va faire la partie ingestion, donc en fait, qui va normaliser les données. C'est capable de dire, voilà, telle donnée va dans tel ou tel attribut. C'est à ce moment-là également qu'on construit toutes les métadonnées et les index inversés pour qu'on soit rapide en termes de recherche. D'accord? Donc, les nœuds hot, alors généralement, on prend des machines qui peuvent aller jusqu'à 64 GB de RAM. Les nœuds hot doivent forcément être équipés de disques SSD, parce qu'on a besoin de beaucoup d'IOPS. Et voilà, on est capable, avec 64 GB de RAM, en fait, on a introduit ce qu'on appelle des ratios, qui permet un petit peu de définir les classes de service. On a un ratio de 1 pour 30. 1 pour 30, ça veut dire, pour 1 giga de RAM de la machine, on peut dire 30 gigas sur le disque. Ce qui fait, grosso modo, 2 Tera par nœud. On garde toujours une petite sécurité sur le remplissage des disques. On laisse toujours 15 à 20% pour être tranquille. Parce que quand on a besoin de faire des upgrades ou d'avoir un petit peu de cache de dispo, ça évite de trop saturer la machine. Donc là, on a une temps de réponse en termes de search, c'est la dizaine de millisecondes. Alors, c'est pas le rendu à l'écran, mais c'est vraiment le temps de recherche de documents. Ensuite, on a le WARM, où là, une densité plutôt de 1 pour 160, avec des disques SSD, 1% sur des disques rotatifs. Donc, grosso modo, on arrive entre 6 et 10 Tera par nœud. D'accord? Et ensuite, on a les frozen, dont j'ai parlé tout à l'heure, à 100 Tera par nœud. Donc, on a une fonctionnalité extrêmement intéressante qui s'appelle ILM, Index Lifecycle Management, qui permet de définir le cycle de vie des données. Dire, voilà, ces données-là, automatiquement, en fait, au bout de X jours, elles vont basculer d'une phase à une autre. D'accord? Ça permet de complètement automatiser et puis d'avoir une infrastructure un petit peu constante en fonction de la volumétrie. Imaginons que vous avez, je sais pas, 200 gigs par jour. Si vous n'avez pas de mécanisme de purge, au bout de quelques jours ou quelques semaines, le cluster tombe parce qu'il n'y a plus de place. Donc, ça permet d'une part de vraiment gérer les données. On gère également, en fait, les données sont écrites dans des index. Puis les index, une fois qu'on atteint une certaine taille, il faut en créer un nouveau. D'accord? Donc, c'est la fonction de rollover qui est nativement intégrée dans Elastic. Alors, tout ça, c'était fait par un outil qui s'appelait Curator, qu'on a complètement réécrit pour l'intégrer dans Elastic. Alors, ce qu'il faut savoir, Elastic, c'est une solution API driven. Ce qui veut dire que tout ce qu'on peut faire avec Kibana, donc l'interface de data visualisation d'Elastic, on peut également le faire via des pôles API. Donc, on peut complètement industrialiser. On a vraiment une couche d'abstraction entre Elastic et le reste. On a tous les moyens, en fait, on a plusieurs canaux d'accès pour des résultats identiques. Absolument. Puis de toute façon, ceux qui veulent aller plus loin que ce que Kibana offre, c'est juste justement en programmant directement, en faisant des appels REST directement la solution qui permet d'aller extraire encore plus de valeur des données que qu'est-ce que l'interface donne. Quoique, depuis que je l'utilise, la qualité de Kibana n'arrête pas de croître et c'est de plus en plus facile et de plus en plus à la portée de tous d'être directement dans l'interface au lieu de le coder soi-même. Ouais, exactement. En fait, initialement, Elastic, c'était beaucoup de tech qui l'utilisaient, donc ils n'avaient pas un besoin très fort d'interface, on va dire, avancée. Maintenant, Kibana permet effectivement l'exploration de données, faire du dashboarding, créer les règles, créer les alertes, mais également tout le management de la stack, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord, tout ce qui est la gestion des données, la gestion des templates. Donc, le template, c'est comment en fait on va définir la manière dont on définit des données. En fait, Elastic, c'est un schema on the right, ce qui veut dire que les données doivent être préparées avant d'être ingérées. C'est-à-dire qu'on envoie des données, alors ça peut être de différents formats, mais il y a tout un travail de mapping pour arriver à du JSON. Si par exemple un champ c'est un number, il faut que dans Elastic ça soit défini comme un number. Sinon, on n'ingère pas. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, on a un petit peu de latence à l'ingestion. Alors, quand je dis un peu, on parle de 1 ou 2 millisecondes. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que les données sont dans Elastic, elles ne sont pas uniquement requêtables, elles sont cherchables. C'est qu'on peut, une fois qu'elles sont ingérées, elles sont disponibles. Et on n'a pas besoin d'avoir des mécanismes d'optimisation ultérieure pour être capable de trouver la donnée. À titre d'exemple, on avait fait sur un use case sécurité, on avait fait ça avec un collègue. On avait un petit index de 2 milliards de documents. On a fait une recherche wildcard, qui est assez consommatrice en termes de ressources. On a eu les réponses en moins de 20 secondes.
On cherchait une partie d'un hash d'un certificat TLS. On a mis une vingtaine de secondes. Wow, c'est vraiment bien. Ah oui, on arrive à avoir des temps de réponse extrêmement bons. Dans Elastic, typiquement, pareil, la recherche d'IOC, en fait, quand on ingère des données, on peut automatiquement les comparer, on peut les enrichir. Et le temps de réponse, c'est quelques dizaines de millisecondes. Donc et ce qui est intéressant, c'est quel que soit le volume. Alors bien sûr, on peut pas, avec 2 Tera par nœud, si on ingère 1 Tera tous les jours, on peut pas se permettre d'avoir 800 nœuds. D'accord? Économiquement, c'est pas viable. Donc c'est pour ça qu'on a introduit ces différents tiers de données. J'en profite également pour un petit peu parler en termes de volumétrie qu'on est capable de traiter avec Elastic. On a un client bancaire qui fait l'observabilité. On parle de 10 Tera par nœud, de 10 Tera par jour, avec une intention de 18 mois. Une réponse canon. Elastic utilise ses propres outils pour faire, nos équipes InfoSec utilisent Elastic Security pour gérer, pour identifier les comportements malicieux dans Elastic Cloud. On parle de 25 Tera par jour. C'est quand même assez impressionnant tout ça. Là, tu as abordé un peu toute l'ingestion, la transformation. Historiquement, c'était ELK, c'est-à-dire Elastic, Logstash, Kibana. Logstash a changé un peu de vocation avec le temps. Là. Ils ont comme des éléments avec l'arrivée d'Elastic Agent. Est-ce qu'il va être encore présent comme étant une espèce de pipeline d'ingestion, pré-ingestion, on va dire, ou pré-digestion des logs? Alors, pour l'instant, en fait, effectivement, Logstash, c'est le L de LK. C'est le seul composant qui reste. On n'a pas une stratégie cloud first, comme beaucoup d'éditeurs. Bien entendu, c'est la raison pour laquelle on a développé un certain nombre de pipelines d'ingestion directement dans Elastic. On a ce qu'on appelle les ingest pipelines directement dans Elastic, au niveau du nœud, ou bien les ingest processors qui permettent de faire de l'enrichissement à la volée, à l'ingest. Néanmoins, Logstash reste le TL de référence pour Elastic lorsqu'on veut faire des gros traitements, du parsing de messages très très lourd, de l'enrichissement sur différents connecteurs. On peut aller se connecter sur des bases SQL, on peut se connecter sur du Redis, on a des HTTP clients, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas aujourd'hui faire dans Elastic Cloud. D'accord, ni par l'agent d'ailleurs. Ce qui permet vraiment ça va dépendre des besoins. C'est un petit peu la force d'Elastic, c'est que c'est une espèce d'énorme boîte à outils qui peut normalement, en fait, on peut faire quasiment tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif, c'est qu'on est vraiment, on a un besoin, on peut le remplir, on peut atteindre des objectifs avec Elastic. Et des fois, c'est du Logstash, des fois c'est sans Logstash, des fois c'est qu'avec les agents, des fois c'est qu'avec les bits. Ça dépend un petit peu de ce qu'on souhaite faire. Oui, c'est ça. Puis justement, avec l'arrivée d'Elastic Agent, j'aime ça, tu en parles un peu parce que ça change un peu aussi la philosophie que, en tout cas pour moi, j'étais habitué avec juste les bits avant. L'Elastic Agent apporte un certain nombre de facilités, puis même de gestion centralisée dans la version basic, ce qui n'était pas le cas avant où les bits devaient être gérés à partir d'une licence Gold de mémoire. Exactement. Alors, effectivement, avant, on avait le Central Bits Management qui était sous licence, qui permettait de gérer les bits un par un. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bit, ça permet on appelle ça des data shippers, qui sont écrits en Go et qui ont un bit par fonction. On a log bit pour la partie fichier, metric bit pour tout ce qui est métrique, audit bit pour tout ce qui est événement kernel Linux, packet bit pour tout ce qui est réseau. Donc, ça fait autant d'agents à déployer et à manager. D'accord. Alors qu'on a une dizaine de machines, ça se passe assez bien. Généralement, nos clients ont des outils de déploiement automatisé, de type SSM, BigFix ou autre, qui permet de faciliter le déploiement. Néanmoins, la partie configuration se fait par des fichiers YAML qu'on met directement dans le répertoire dans lequel tourne Elastic Bit. Donc, on a ensuite introduit, ça fait maintenant 2 ans, Elastic Agent. Alors, il n'y a pas de parité. Pour l'instant, la parité, elle n'est pas complète. Aujourd'hui, Elastic Agent permet de faire du file bit, du metric bit, mais surtout, il intègre une notion d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, une intégration, c'est quoi? C'est une nouvelle source de données. D'accord. Typiquement, je veux récupérer des logs, je sais pas, les Windows Events sont automatiquement gérés par Elastic Agent, mais si je veux récupérer une source de données particulière, je choisis je définis une policy dans laquelle je mets toutes mes intégrations et j'applique cette policy à un agent.
d'accord, avec un mécanisme de tag qui permet de gérer plusieurs configurations. Donc, ça facilite la partie parsing des données. Bien entendu, toutes ces données sont parsées au format ECS, un Elastic Command Schema, pour avoir une nomenclature qui soit la même, quelles que soient les méthodes d'ingestion. Gros avantage en faveur d'Elastic Agent, donc gestion centralisée, c'est-à-dire qu'on peut effectivement gérer la configuration centralement avec Kibana, mais également on peut mettre à jour l'agent à distance. D'accord. Alors, bien entendu, on a des mécanismes pour éviter de faire du bulk update, pour éviter de saturer la bande passante de l'entreprise, ou et puis pour arriver à distribuer ça. On est également capable d'avoir le déploiement d'Elastic Agent dans des environnements air-gapped. Donc, dans ce cas-là, en fait, on déploie une image Docker qui est ce qu'on appelle l'EPR, c'est le package repository d'Elastic, dans lequel en fait on va stocker les binaires et tous les artefacts pour que les agents puissent se mettre à jour, sans être obligés d'aller sur Internet. Très intéressant. Puis justement, de mon expérience, ça sauve beaucoup de temps de travailler avec les intégrations, de configurer manuellement avec des YAML. Il y avait des équivalents, pardon. Oui, non, effectivement. Alors, on va dire la parité métrique bit et le bit, elle est là, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'a pas encore, paquet de bit n'a pas encore été porté. On est en train de tout intégrer, pour que ce soit un seul et même agent. Ces agents étant utilisés massivement par nos clients, on préfère prendre un peu de temps pour les déployer et avoir quelque chose qui soit production ready plutôt que d'avoir un bêta qui marche pas très bien. Donc, c'est pour ça qu'on prend notre temps pour faire pour ingérer les données, pour gérer les différentes méthodes d'ingestion. Mais effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire avec Elastic Agent. Un client qui a déjà des bits, voilà, il y a un travail de transformation. Un nouveau client, un nouveau utilisateur, je lui recommande d'aller directement sur Elastic Agent. Oui, puis je vais rajouter par-dessus, depuis 8.2, Logstash est maintenant supporté comme output dans Elastic Agent. Et pour moi, c'est une amélioration parce que j'ai fait mention parce que j'utilise beaucoup Logstash comme couche de médiation, puis justement de réussir à temporiser un peu un certain nombre de logs, de faire un pré-filtrage qui met moins de pression sur les pipelines d'ingestion du côté d'Elastic. Mais ça en revient d'un côté de design qui sont de mon expérience. Alors, effectivement, l'output standard, c'est Elastic. Alors, on a intégré Logstash et puis Kafka va arriver dans les prochaines versions. Oui, Kafka, pour ceux qui sont un peu plus extrêmes dans leur volume de journaux qui sont garochés. Pas forcément, en fait. Alors, il y a deux cas. Il y a deux cas d'usage pour utiliser un Kafka. C'est d'une part pour la résilience. Ça permet de garder les messages si par exemple le cluster Elastic devenait indisponible, ou si parce qu'on a une rupture réseau entre le Kafka et l'Elastic. D'accord, ça permet de garder les messages. Alors avec Logstash, on peut le faire via les persistent queues. On peut le faire aussi avec les bits en utilisant le spooling sur disque. Mais voilà, le gros avantage d'avoir du Kafka Elastic, c'est que quand les données sont ingérées dans Elastic, c'est Elastic qui va enlever l'event du topic. D'accord, donc on a une garantie de délivrance. Et ça permet également, dans le cas où on a des clusters un peu sous-dimensionnés, de lisser l'ingeste. Voilà, les deux cas de figure. Mais Logstash aussi fait ce même genre ce genre de travail-là aussi. Fait que moi, j'ai une préférence pour Logstash, pour ce genre de boulot-là, parce que c'est mieux intégré, disons. C'est plus souple au sens où, étant donné, puis ça, c'est un point important, chacun des composants discute avec son homologue. Là. Et il y a comme une compréhension de la stack au complet qui évite justement de surcharger chacun des morceaux. Ouais. Et il y a même une fonctionnalité qui est très peu utilisée, je me rends compte lorsque je parle avec nos clients et nos prospects, c'est en fait, on peut gérer directement les pipelines de Logstash depuis Kibana. Alors, c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Donc, on définit en fait directement dans Kibana, on a l'input, le filter et l'output. Il suffit en fait dans Logstash de définir un pipeline ID, de dire qu'on pousse les données sur ce cluster Elastic, et dans Elastic directement, en fait, dans Kibana, on va voir cet ID et on va pouvoir le mettre à jour. On définit la fréquence de rafraîchissement et ça permet d'éviter de donner l'accès route, typiquement à des exploitants. Ils peuvent modifier les pipelines d'ingest, mais ils n'ont pas accès à la machine. Ouais, c'est une très belle fonction, effectivement. Moi, oui, non, là, mais je l'ai très peu vu chez mes clients, là, l'usage de cet élément-là. Là. Ouais.
Donc, on va faire le dernier point avant de conclure pour cette fois-ci, puisqu'on on va pas parler trop longtemps non plus. Le volet ECS, qui est quand même un élément plus nouveau relativement, là, qui vient normer un certain nombre de choses, c'est un volet peut-être plus sécurité, mais qui est quand même très important dans les différentes avancées qu'il y a eu dernièrement là, avec Elastic. Ouais, on va dire que c'est un prérequis pour Elastic Security. En fait, pendant très longtemps, les bits, quand on prenait les bits pour envoyer des données dans Elastic, chaque bit avait un petit peu sa propre nomenclature. D'accord? Si on prend une IP source, elle pouvait s'appeler IP.src, src.ip, client.ip, ce qu'on voulait. Et ce qui fait que quand on veut commencer à faire un peu de corrélation, ça devient vite compliqué. Donc, on a introduit ça, je crois, à partir de la version 7, donc aux alentours de début 2019. Alors, je me souviens plus de la dernière version de CS, mais c'est quelque chose qui évolue bien. L'avantage, c'est c'est disponible sur GitHub, donc vous avez la liste de tous les champs qu'on utilise, ce qui fait que c'est un format qui est complètement ouvert. Si vous voulez surcharger ce format, cette nomenclature avec vos propres attributs, il n'y a pas de souci. On recommande soit de mettre votre nom de client, votre nom d'entreprise ou un vendor pour quelque chose, pour être sûr qu'on ne va jamais utiliser celui-ci. D'accord, pour pas que vous soyez obligé de refaire le mapping. Mais ça permet vraiment de comparer les choses entre elles. D'accord, et notamment dans Elastic Security, c'est le seul moyen de faire de la corrélation efficace. D'accord. On a également, avec le rachat d'Endgame depuis octobre 2019, introduit un nouveau langage de corrélation qui s'appelle EQL, Event Query Language, qui permet vraiment de détecter des séquences. Et sans ECS, c'est juste impossible. Quand typiquement détecter, on va dire, un login sur une machine suivi d'une connexion IP sur une connexion ou une ressource DNS, tout ça dans une fenêtre temporelle de 5 minutes, par exemple, et bien on est capable d'avoir la liste de tous ces événements, de toutes ces séquences. D'accord, donc on peut vraiment faire de la corrélation assez fine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on ajoute un nouveau mécanisme de nouveaux mécanismes de détection au fur et à mesure. Bon, tout ça est super intéressant. On va conclure là-dessus. Pour cette fois-ci, on va laisser le volet sécurité pour un prochain épisode parce que lui, à lui seul, c'est un très gros composant puisqu'il est quand même rendu, à mon avis, assez mature dans la solution. Puis d'ailleurs, il va développer tout le volet SIEM, le volet EDR ou XDR, dépendant comment on veut jouer avec les mots à la mode. Y a-t-il un volet que tu aimerais, qu'on n'a pas assez abordé, que tu aimerais conclure? Là, aujourd'hui, c'était on va dire une petite découverte d'Elastic. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un search engine avec lequel on peut faire beaucoup de choses, d'accord. Et on peut avoir de la sécurité, on peut faire de l'observabilité, on peut faire du search. Alors, le search, on le met de côté, parce que c'est vraiment un cas particulier. Mais l'observabilité et la sécurité, aujourd'hui, c'est la tendance, c'est que ça fusionne gentiment. Et ce qu'on voit également de plus en plus, même sur des marchés qui sont moins matures sur la partie cloud, l'Europe est toujours un petit peu assez conservatrice, on voit vraiment une forte croissance sur le cloud. Et nos clients maintenant commencent à se dire, voilà, mon métier, c'est d'exploiter les données, trouver la valeur de mes données. Et mon job, c'est pas d'exploiter l'infra. Et donc, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Donc, pour conclure, oui, voilà, c'est Elastic peut répondre à vos besoins, il faut bien les définir, mais ne faut pas se soucier de la manière de déployer. C'est du on-prem, c'est dans du IaaS, c'est dans du SaaS, peu importe. Il y a toujours une manière d'utiliser Elastic. Super, merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine. Ça marche. Au revoir.